Oui, il y a des champignons vraiment partout. Dès qu'il y a un espace vert, vous en avez sur les arbres. Il paraît que les champignons qu'on trouve sur les arbres sont tout à fait digestes, hein, pour en manger. J'en avais pas mal là tout à l'heure, j'aurais pu les filmer aussi. Ça ressemble à l'amadou un peu. Donc là il y a un peu beaucoup de voitures. Je vais plutôt passer par là, quoi. Non, je préfère être dans le vert. Voilà, donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc 24 décembre, voilà, en short. 24 décembre en short, c'est pas tous les ans, hein, j'ai pas compris. Tout le monde me dit c'est incroyable comme les températures sont chaudes en ce moment. Et comme aussi le paysage est vert aussi, hein, c'est aussi super agréable. Donc merci à Tom de m'avoir envoyé le livre de Wim Hof, là, le dernier. Donc je crois qu'il en avait fait 3, hein. Il y avait Iceman, je crois, il y avait Ceux qui vous rendent plus fort et le dernier. Merci de me l'avoir envoyé. Donc, tu sais comme je suis friand de tous ces textes qui témoignent, hein. Là, je me souviens de celui qui s'appelait Le non-humain maintenant, Don Albrecht, qui avait déjà fait un truc dans les années 86. Et déjà à l'époque, moi déjà j'allais dans les cascades, hein. J'allais dans les sources me baigner. Au mois de janvier, février, mars, on allait dans les sources. Les fontaines romaines à côté de Saintes. Voilà, donc et je remplissais mes baignoires de glace, hein, pour me renforcer déjà à l'époque, hein. Donc j'ai toujours été comment dire, ah ouais, je vais passer par là, il y a beaucoup trop de monde, beaucoup trop de voitures. Donc oui, j'ai toujours été inspiré par les gens qui prennent un retour à la nature, voire sous forme non pas d'ascèse, parce que nous on appelle ça des ascèses, hein. Vous savez, c'est un petit peu comme dans le film Rambo quand je sais pas ce que c'est, son capitaine, je sais pas quoi, son colonel lui dit à un autre ce que vous appelez l'enfer, en parlant de l'enfer vert, hein, de la jungle, hein, ce que vous appelez l'enfer, il appelle ça chez lui. Ben voilà, donc si déjà vous n'êtes pas bien dans un environnement comme ça, regardez, il y a de tout ici, regardez ces plantes, il y a de tout, vous avez de l'ortie, vous avez de tout là ici. Vous voyez, donc franchement, et puis là c'est pas des orties qui sont comment dire, qui sont au bord de la route, hein. C'est des orties qui sont dans un endroit où vous avez absolument rien, quoi. Aucune pollution, en plus vous êtes juste en face des jardins bio, quoi, merde. Donc c'est le grand jardin bio de la ville, donc une association qui a ça. Donc, voyez, quand je dis ceux qui sont sur Saintes, là, vous voyez, vous campez dans les bois là à côté, là, et puis vous venez à Saint-Fiacre, là, chercher du bio, hein. Et puis bon, comme j'ai déjà dit, on mange beaucoup trop, Ah, regardez, c'est autre chose, un bon petit silence comme ça. Ah, il y a des gens qui jouent à la pétanque, donc on va passer par là, parce que je vois pas du tout par où je pourrais passer autrement. Voilà. Donc on va essayer de couper par les bois. Donc merci, oui, à ceux qui à Tom, hein, la dernière, il y avait plusieurs personnes qui m'avaient envoyé des cadeaux. Il faut croire que ma cote de popularité a baissé. Il n'y a que Tom qui m'a envoyé un livre d'un auteur que j'aime bien. Et ouais, pour moi, tout est intéressant. Tout est intéressant. Ce qui ne vous tue pas, tous ces livres-là, ce sont des choses qui me comment on peut dire, qui me motive un petit peu, hein, dans mon combat. Ceci dit, j'ai jamais baissé les bras. J'ai toujours été dans cette optique de survie. Alors on dit, bah ouais, la survie, ce serait bien aussi de vivre. Bah, ça dépend comment vous entendez la survie.
Voilà, donc Tatsumi Sensei il parlait de ça. À un moment, il disait la survie, oui, mais pas la survie comme un clodo, quoi. Je veux dire, quoique j'ai rien contre les clodos, mais il parlait de survie, c'est-à-dire manger que des choses bio. Oui, c'est pas vraiment une ascèse, c'est un retour à la nature et en vivre en harmonie avec la nature. C'est la vraie vie, quoi. C'est pas vraiment. Moi, je dirais que c'est la survie par rapport à la sous-vie on va dire, du Pékin moyen, de ce citoyen hors sol qui vit sur le goudron 24 heures sur 24, qui vit dans la pollution, qui vit dans les écrans constamment et qui ne met jamais le nez dehors, quoi. Alors merci aussi grâce à vous, hein, je fais des vidéos dans la nature, quoi, au lieu de les faire chez moi. Voilà, j'ai décidé à partir du printemps dernier de dire voilà, je vais aller dehors faire des vidéos, et pourquoi pas tous les jours, et voilà, c'est vraiment un enchaînement qui fait que voilà, quoi, en short toute l'année, là, je suis bien. Je comprenais pas pourquoi j'avais du mal à courir à plus de 20 minutes, c'est tout simplement que je passe vite en surchauffe, hein, comme je vous ai expliqué. Hein. Donc j'ai trouvé des moyens énormes, sans pratiquer le Tumo, hein, j'ai des moyens énormes de me réchauffer, hein, des moyens de survie pour me réchauffer. Et malheureusement, ou heureusement, je sais pas, mais dès que je commence à courir, je commence à aller en surchauffe, quoi. Donc c'est... Oui, les révolutions n'ont jamais été faites par des gens qui touchaient le RSA, quoi. Les révolutions, ils ont été faites par des gens qui crevaient la dalle. Alors suite à, comme on appelle ça, à des canicules, à des sécheresses, à des gels, hein, donc c'était climatique. Hein. Bon, la grande révolution, elle a été surtout fomentée par les Anglais, encore par des francs-maçons anglais qui ont profité des Français qui avaient été virés, qui étaient planqués en Angleterre, et puis voilà, quoi. Donc en sous-main, c'est une révolution de bourgeois, quoi, et de nobliaux qui avaient été expatriés. Et on a utilisé, bien sûr, le peuple. Donc, par rapport aux Gilets jaunes, je vous garantis que si Coluche était là, il serait dans la rue, il serait sur les ronds-points. Ça, j'en mets ma tête à couper. Il serait sur les ronds-points avec les Gilets jaunes, et il aurait mis sa caravane là d'artistes, hein, intermittent du spectacle, hein, et il aurait été là, quoi. Et là, ce que je le sens, très sincère, et il faisait pas semblant, quoi. Il était, comme on dit, à la ville comme à la scène, hein, impertinent, franc, sincère, et voilà. Je glorifie pas quelqu'un, mais c'est quelqu'un de mon époque. C'est quelqu'un qui est inspiré, hein. Comme je disais dans d'autres vidéos, en 84, 85, 86, tout le monde attendait la prochaine chanson de Balavoine. Qu'est-ce qu'il allait dénoncer? La dernière, je crois que c'était la Ziza, hein, c'était contre le racisme, hein, en disant que l'amour se fout de la couleur de peau. Hein. L'amour n'a pas de couleur. Hein. Et puis les Coluche qui dénonçait, et il avait dit, vous allez voir, dans mon prochain spectacle, je vais dénoncer, je vais dire la vérité. Et boum, l'accident. Comme Balavoine qui dérangeait le monde en place, et puis boum, l'accident. Comme Jean Edernalier qui est mort d'un accident de vélo, quoi. Toujours pareil, qui ouvrait sa gueule et puis qui est mort d'un accident de vélo. Donc vous voyez, moi je fais plus de vélo. Voilà. Et je prends jamais 2 fois le même chemin quand je sors, on sait jamais. Ça c'est un conseil de Soke Tatsumi. Voilà, donc si Coluche était là, il serait du côté des Gilets jaunes. Donc le truc c'est quoi? Les super champignons, alors, je sais pas comment on appelle ça. Vous voyez, je pense pas que ce soit les fesses de loup, je sais pas comment on appelle ça. Il y en a un peu partout. Je crois que c'est des girolles qu'il y a autour. Oui, si quelqu'un veut manger, si quelqu'un veut vraiment vivre dans la nature ici, là, avec le climat qu'il y a, là, il y a vraiment de quoi faire. Hein. Il y a vraiment de quoi faire. Hop, on repart. Ah, le monstre. Vous savez ce que c'est comme champignon, non? Non.
Parce que j'en vois partout. Mais ça doit pas être bon. Je sais pas. Je l'ai filmé. Hop. Alors il y a énormément de cèpes des pins ici, hein, près des pins bien sûr. Vous avez des, comment on appelle ça, vous avez des chênes et vous avez des cèpes au pied des bolets, au pied des chênes. Hein. Voilà. Mais là on est vraiment dans une super forêt quoi. Donc de ce côté-là vous avez une forêt jeune. Voilà. Et là vous avez une espèce de taillis là, qui sont magnifiques là. Là, je vous garantis, le type il prend un duvet, vous savez c'est duvet camo là, une bâche camo, qui peut passer l'été tranquille là-dedans quoi. Alors ce qui est bizarre c'est que je vois que des personnes âgées là qui marchent, je vois jamais de jeunes. Je vois des gens de 40 ans courir, je vois pratiquement jamais de jeunes. Alors où sont les jeunes? Je ne sais pas. Là ils sont en vacances, ils sont plutôt en train de fumer des clopes à la fête foraine. Je sais pas. C'est pour la cueillette. Bonjour. Donc là on a un couple de traditionalistes qui vient couper du hou pour Noël. Et ça j'adore franchement. Qu'on vienne... alors moi comme je dis j'ai pratiquement pas fêté Noël depuis une cinquantaine d'années, mais voilà, j'ai rien contre. Et là je me retrouve dans le bois que j'adore. Alors je vais prendre ce petit chemin que j'ai encore jamais pris. On va voir où ça va m'emmener. Là, je visite vraiment le quartier où j'ai grandi, mais qui a changé évidemment. Hein. Quand j'ai grandi, ils ont fait quand même pas mal de routes qu'on traversait. Donc oui, je parlais des gilets jaunes et je disais qu'en fin de compte que Coluche il serait avec les gilets jaunes sur les ronds-points, il camperait, il ferait des barbecues, il ferait des sketchs, il jouerait du violon avec ses gants de boxe. Voilà. Son petite pochette là, le mini violon là. Ouais, les vrais gilets jaunes, ce sont les vrais enfoirés. J'avais marqué sur mon petit bout de papier pour m'en souvenir. Les vrais enfoirés, ce sont les gilets jaunes. C'est pas ces milliardaires là, qui se font des thunes, comme on dit, des milliardaires qui demandent à des smicards de trouver de l'argent pour des SDF et des RMistes, quoi. Ou RSistes, hein, je sais pas comment on dit maintenant. Donc bravo à tous les gilets jaunes à tenir le coup. Et franchement, là je vois une espèce de vapeur qu'il faudrait surtout pas qu'elle retombe. Parce que vous avez compris qu'en face de vous, vous avez tout un système corrompu qui est là et qui attend que ça tombe. Hein. Et puis alors, bien sûr, vous avez des gens qui sont contre les gilets jaunes parce que tout simplement, ils font pas de politique, mais ils profitent du système corrompu. C'est des gens qui touchent des primes, c'est des gens qui touchent 13e mois, c'est des gens qui touchent, qui vivent grassement, qui sont pétés de, comment on appelle ça, de crédit. Oui, moi j'ai pas de crédit parce que j'ai pas de voiture, là, parce que j'ai pas de maison, parce que j'ai pas d'études à payer à des enfants. Donc évidemment j'ai pas de crédit. Mais ça c'est un choix de vie. Et donc tous ces gens qui touchent dans les 2-3 000 euros de salaire. Hein, les deux époux ont un salaire, ils ont la super baraque, voire 2-3 maisons. Et ces gens-là, ils ont leur salaire à vie, et puis ils n'ont surtout pas envie que ça change. C'est pas ces gens qu'on voit sur les ronds-points. Eux, ils gueulent, ouais, moi je suis pas d'accord, moi je fais ci, moi je fais ça. C'est que du pognon, c'est vraiment... C'est-à-dire qu'en fin de compte, ils vont faire chier les gilets jaunes pour conserver leurs privilèges. Vous voyez, on est dans les bourgeois de la Révolution, là, sous ces bobos là. On est dans les bourgeois de la Révolution, c'est ceux qui seront bien contents si jamais ça change et qu'ils ont plus de privilèges ou s'ils gardent leurs privilèges. Mais là, ils ont tellement peur que ça pète que voilà quoi. On peut même pas dire que c'est des réactionnaires, on peut même pas dire que c'est des conservateurs, c'est des gens qui sont figés dans leur confort et puis qui veulent surtout pas
Résistance au changement à 130%. Voilà, donc une petite balade, je sais pas, là je suis en train de faire 3 fois le tour de la ville. Alors qu'est-ce que j'avais marqué? Voilà. Donc je pense que là, qu'est-ce qui va se passer là après les fêtes, hein? Comme je dis, hein, prenez des forces. Ah la vache, c'est complètement inondé. Ah bah j'ai bien fait de passer par là, j'aurais pas pu passer par en bas. Ah ouais, d'accord. C'est pour ça qu'il y a autant de monde sur le... C'est complètement inondé. C'est magnifique ça, regardez ça. On est vraiment dans... Ça c'est le chemin que je prenais d'habitude, vous voyez. Ça c'est le chemin que je vous ai déjà montré, qui borde la Charente, qui est maintenant carrément inondé, quoi. Ok. Là c'est pour ça que tout le monde passe par ce petit chemin maintenant. Bon bah du coup, qu'est-ce que je fais? Non, je vais rentrer quand même. Voilà, je verrai une autre fois, je vous emmènerai à l'autre bout une autre fois. Voilà donc, maintenant que l'État va donner des petites miettes, hein, mais ça je vous l'avais déjà dit, hein, bien avant que les allocutions du président Macron, son Altesse, je vous l'avais déjà dit, qu'on allait donner des petits trucs. Voilà, j'avais marqué sur ma page Facebook que les forces de police allaient avoir très très vite leur prime avant le samedi, hein, c'est exactement ce qui s'est passé. Hein. Ils ont eu leur prime, ils ont eu leur augmentation de salaire, hein, en plus. Voilà, qu'aucun smicard n'a eu, voilà, à ce niveau-là. C'est-à-dire que si on augmente, même si on augmente énormément le SMIC et qu'on augmente énormément tout ce qu'on veut, là, tous les salaires et tout, bah, les mecs qui sont au chômage, qui étaient sur un chômage d'un ancien SMIC, bah, ça va leur faire tout droit. Hein. L'écart va se creuser encore plus. Parce que moi je pense que s'il y a plus de salaire et tout, je pense que quand même les produits vont, voilà, les produits de la consommation courante risquent quand même d'augmenter, de s'indexer, on va dire, puissance 2 ou 3 sur le coût de la vie, quoi. Et donc les mecs ils vont un peu crever. C'est un petit peu comme je disais, les gens en Royan, quoi, les Royanais. Alors vous avez les Royanais qui sont dans des HLM, puisque de toute façon la ville a été obligée de faire construire des HLM. Donc des logements, je ne sais plus comment ils appellent ça, voilà, pour les cas sociaux, les logements sociaux. Et arrivé au mois de mai-juin, on va dire, là, et les gens commencent à faire, les magasins commencent à faire les prix comme à Paris, puisque c'est énormément de Parisiens. Hein. Alors je dirais, je sais pas, je vais dire une bêtise, mais Royan, c'est peut-être 10 000 habitants l'hiver et 60 000 l'été, quoi. Vous voyez, donc il y a énormément d'appartements qui se louent, des choses comme ça. Et ben les gens qui sont les cas sociaux, entre guillemets, le Royanais moyen, en fin de compte, qui n'a pas pu louer son appartement à des Parisiens, et ben ils se retrouvent à acheter ces produits 2-3 fois plus cher, quoi. Bonjour. C'est pas le fossé? Non, c'est bon. Voilà, donc vous voyez un peu le truc, hein, c'est vraiment dingue, quoi. Ben là, ça risque de faire pareil, quoi. Si on augmente un salaire, si les gens dans le pays ont plus de sous, ben voilà. Ils vont, comme je dis, ils vont pas acheter 4 fois plus à bouffer parce qu'ils n'ont pas 4 bouches et 3 trous du cul. Ils vont pas bouffer 8 fois par jour. Donc forcément, les prix vont augmenter pour qu'ils restent dans le même truc. Enfin, on verra, on verra. Donc voilà, donc c'était prévisible, hein, parce que si moi qui n'ai pas fait de politique, la seule fois où j'ai fait la politique, c'est quand j'étais pendant 5 ans vice-président d'SOS Racisme à Saintes, dans les années 80, là, où j'étais vraiment sincère dans mon mouvement, quoi, dans mon travail, avant que je me rende compte que c'était quand même un truc fait par les sionistes. Hein. Ah, c'était marqué inondation, j'aurais dû le voir. Voilà, ok. Et donc, voilà, donc, voilà, on est jeune, on a la patate, on y croit, on est sincère, hein, comme beaucoup les gens de base. Hein. Beaucoup de gens de base, ils sont tout à fait sincères dans leur mouvement. J'adore cette couleur. Là, j'ai fait l'enduit, j'ai coupé le truc.
Je voulais prendre une photo, j'ai coupé du coup. Oui, donc on est sincère, on fait, comme beaucoup, je disais, de militants de base, de tel ou tel, pas forcément parti politique, mais comme moi quand j'étais dans l'écologie à partir de l'âge de 10 ans. Hein. Donc j'étais sincère. Et puis voilà, on s'aperçoit qu'une fois au gouvernement, il n'y a pas grand-chose qui change. Hein. Alors, par contre, je sais pas, ouais, je crois que ça filme encore. C'est ce que disait Brice Lalonde. Hein. Brice Lalonde, il défilait avec nous à Bordeaux dans les années 70 contre la Tenderie. Il défilait avec nous à la Gacilly chez Yves Rocher. On parlait contre la chasse et choses comme ça. Donc Brice Lalonde était là avec nous. Donc il n'y avait pas de problème. Puis une fois au gouvernement, voilà, une fois ministre de l'écologie, il a dit c'est pas si facile que ça parce qu'il faut épargner la chèvre et le chou. C'est-à-dire, quand il dit on va enlever, par exemple, je prends un exemple actuel, hein, si on voulait enlever le glyphosate, le glycophosphate, les gens diraient oui, mais l'agriculture, ils sont pas d'accord, les machins chimiques, ils sont pas d'accord, ceux qui reçoivent des pots de vin par Monsanto, ils sont pas d'accord, etc., etc. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Le bonheur des uns fait le malheur des autres. Maintenant, balancer du poison partout, une fois qu'on a arrosé avec des pots de vin les gens au gouvernement, ça fait le bonheur de 10 personnes au gouvernement et ça empoisonne 70 millions de Français. Voilà, je ne parle pas des vents qui amènent ça chez d'autres pays où le glyphosate peut être interdit, mais bon. Quand on étudie vraiment comment Monsanto agit, il y a de quoi y aller. Il faut des bombes, hein, parce que franchement, c'est une horreur. Hein. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, que par exemple en France, il y a pratiquement tous les 2 ou 3 jours un paysan qui va se pendre, hein, qui va se tuer. Hein. Et en Inde, il y en avait 4 ou 5 par jour. Hein. Donc comment ça se fait ? Tout simplement que Monsanto arrive, il fait des promesses, par exemple sur le coton en Inde. Hein. Donc les gens, ils achètent les contrats Monsanto et ils arrivent à faire des crédits, quoi. Donc ils vendent, je sais pas comment on appelle ça, ils hypothèquent leur maison et des trucs comme ça. Puis une fois que la récolte est là, ils s'aperçoivent que leur coton est dégueulasse et que tout est pourri, quoi. Et que c'est pas du tout ce à quoi ils s'attendaient. Donc c'est de l'arnaque, tout à fait, c'est tout à fait de l'arnaque. Et donc souvent un paysan il va vendre un œil, il va vendre, comment on appelle ça, peut-être pas passer par là. Il va vendre un œil, il va vendre un rein, il va vendre sa maison et puis en fin de compte il va se pendre, voilà, parce qu'il peut plus, quoi. Parce qu'il peut plus. Donc ça c'est important à savoir. Et deuxième truc qu'il fait en Amérique du Nord, par exemple, il y a des parcelles, par exemple, de maïs Monsanto. Et de l'autre côté, vous avez du maïs bio, par exemple. Et avec les vents, il y a forcément des pollens qui passent de l'un à l'autre. Et Monsanto arrive et puis, carrément, fait un procès à la personne en disant qu'il a piqué des produits de chez Monsanto. Qu'il cultive du Monsanto chez lui sans payer la taxe ou sans signer le contrat. Et ils ont des armées d'avocats qui tient par les couilles. Le mec, il est obligé de signer le contrat, sinon il a des millions de dollars à payer, quoi. Donc, vous avez peut-être mieux à faire aujourd'hui que de regarder mes vidéos. Et voilà, je vous souhaite un très bon Noël. Hein. Et puis franchement, cette petite balade là, en pleine nature, alors je vous souhaite de vous mettre en short et puis d'aller vous balader comme ça, de ressentir un petit peu comme il fait bon. Bon, moi j'ai triché, j'ai pris un petit bain froid et une douche froide juste avant. Et donc ça m'a permis d'avoir mon petit électrochoc. Et après, quand vous prenez le short, c'est clair que voilà, c'est un petit peu facile. Donc encore une fois, merci à Tom. Hein. Alors n'hésitez pas à vous abonner bien sûr à la chaîne. Pour les tipeurs, allez-y pour vos cadeaux de Noël. Hein. Je ne sais plus qui c'est qui avait lancé l'idée
de faire un cadeau de Noël à notre association, parce que ça ne me revient pas. Hein. Oh, j'adore les vieilles maisons comme ça, vous voyez, ces vieilles bâtisses. Alors quand j'avais 14-15 ans, je voulais vraiment acheter un hangar comme ça. Ça, c'est un hangar pour mettre du matériel. Mais le problème, c'est que à chauffer, c'est pas possible. En fin de compte, c'est une éponge. Ce sont des maisons en calcaire et qui absorbent toute l'humidité, vous voyez, tout ça. Quand j'avais 14 ans, je suis venu ici. C'est un entrepôt. Donc on faisait du vélo comme ça avec des potes et on regardait tout ce qu'il y avait comme vieille maison. On adorait ça, quoi. Bonjour. Donc voilà, donc oui, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à tiper, comme on dit. Hein. Donc cet argent, il ira à mon association. Et ben, on va essayer de thésauriser pour peut-être me faire un demi-salaire l'année prochaine, un demi-SMIG. Alors pour faire un demi-SMIG, putain, il faudrait quand même au moins 1500 € par mois, quoi. Voire 2000 € par mois, je crois, puisqu'il faut 40 000 € pour un SMIG. Donc 2000 € par mois, ce serait quand même sympa. Que pendant au moins un an, je puisse avoir un demi-SMIG. Voilà, c'est toujours intéressant. Et pour pouvoir acheter du matériel aussi, pour vous faire des meilleures vidéos. Que je me vois même faire un petit stage, moi, comme j'avais fait une fois là pour Photoshop, tout ça, oui, faire un petit stage pour pouvoir apprendre à faire des vidéos, avec quel matériel utiliser, faire des super montages, des impressions, des trucs, hein, comme fait Reno ou Calgebot, vous voyez, des choses comme ça. Est-ce qu'il faut une table? Je sais pas. Voilà, je peux aller les voir, hein, pour leur demander des renseignements. Hein. Ils habitent pas loin d'ici. Hein. Bonjour. Donc merci à Tom, hein, oui, je veux dire pour les livres, hein, n'hésitez pas, hein, si vous voulez l'adresse, hein, vous m'écrivez là sur les mails, hein. Donc c'est le monde des arts martiaux @gmail.com, hein, le monde des arts martiaux minuscule et en une seule fois. Et je vous donnerai l'adresse et tout pour si vous voulez envoyer des livres pour notre bibliothèque, hein. Pour moi c'est pour l'association et ça me permet d'avoir des... Ah, salut. Bonjour, ça va? Bonjour, ça va? Ça me permet d'avoir des, comment on appelle ça, des idées à creuser et puis améliorer un petit peu comme ça le discours, pour pouvoir répondre à mes stagiaires qui me posent des questions, parce que moi j'ai mon expérience, mais une expérience, on me l'a assez dit, hein, que mon expérience n'est pas une preuve scientifique, que voilà, moi je bois pas, je fume pas, je fais pas la fête, je mange végétarien depuis plus de 50 ans, et puis voilà quoi. Qu'est-ce qu'il y a, mon pépère? Oula. J'ai un chien qui il sait plus où il est là. Oh. Il sait plus où aller là. Il est un peu perdu. Voilà. C'est ça, hein, il regarde trop les écrans. Faut lui enlever les jeux vidéo. Le chien voulait pas. Oui, sa maîtresse disait qu'il était intrigué par les écrans. Vous voyez, alors, mais si même les chiens sont accros. Et oui, mais ça, on l'avait expliqué. Hein. C'est un petit peu comme les chips. Hein. C'est pas quelque chose de naturel qu'on trouve dans la nature, donc ça nous intrigue et ça nous attire. Et ben là, les écrans, c'est pareil. Donc, je vérifie si j'ai bien tout noté. Voilà. Oui, alors je disais, voilà, pour les gilets jaunes, cette vapeur qui est montée, là, on a deux solutions maintenant, c'est combattre ou fuir. Hein, ça me rappelle ce que disaient les poilus sur le front, c'est il faut tenir, hein, il ne faut surtout pas baisser les bras. Si jamais on baisse les bras, c'est foutu. Et je crois qu'on a 2-3 générations là, qui vont bien dérouiller là, à cause de... si jamais on se retire. Bonjour. Donc ouais, moi je crains qu'on n'arrête pas de nous faire peur dans les médias, hein. Du genre on va faire un reportage sur les flashballs, voilà, sur la puissance du flashball, sur les dommages, ou sur l'entraînement des CRS. Voilà, comme entre deux élections, entre deux tours, il y a toujours un film sur
sur la Shoah, sur Nuit et brouillard, sur le nazisme et tout ça pour pas que les gens votent extrême droite. Enfin, il était socialiste, hein. Hitler, il n'était pas extrême droite, hein. Enfin, c'est pas grave. Et là c'est pareil, hein. Je crois qu'on va nous balancer des films sur les communards, sur plein de trucs comme ça, quoi. Sur les révolutions, bref. C'est Noël. C'est Noël. La fête de la lumière, alors que tout le monde soit plein de joie, hein. Puis arrêtez de tomber dans les trucs commerciaux, merde. Ça, Noël, faut pas croire que les gens fêtaient Noël tous les ans pendant des siècles, hein. Ça c'est surtout une fête commerciale, quoi. Donc je sais très bien que c'est une ancienne fête celte, hein, et je pense que même à l'âge du bronze, les fêtes le renouveau de la lumière, hein, je pense que bon, les Égyptiens, tout ça, voilà, ça peut être 8000 ans, ça, hein, bien avant l'âge du bronze. Hein. Les gens avaient compris qu'au moment de Noël, pendant 3 jours, le soleil disparaissait. Les jours arrêtaient de, comment dirais-je, arrêtaient de raccourcir, et tout d'un coup, pouf, le soleil, les jours commençaient à revenir, et on appelle ça le soleil a vaincu. Le sol Invictus, hein, c'était c'était un dieu de la mythologie, hein, pendant plus de 4000 ans, hein, et c'était Mitra. Et Mitra, il a été crucifié, et il a ressuscité. En fin de compte, c'est le principe du soleil. Hein. Et on sacrifie un taureau aux fêtes de Mitra. Alors, tout simplement parce qu'après le taureau, on est passé dans l'ère du poisson, donc le christianisme, etc. Et là, je pense qu'on est au Verseau. Bref. Voilà, donc simplement tenez bon, hein, les gilets jaunes, c'est vous les vrais enfoirés, c'est vous les vrais héros, c'est vous les vraies personnes qui allez changer le pays. Et franchement, voilà, faut faire comme les poilus en 14, hein, si vous baissez les bras, c'est foutu, quoi. Ils ne passeront pas. Et ça, voilà. Donc on va vous dire que dans les médias, il y a certains gilets jaunes qui ont été condamnés, etc. On va essayer de bien vous faire chier, de bien vous faire baisser les bras. Et je pense qu'il n'y a pas eu de mouvements sociaux comme ça en France, hein, depuis très longtemps, hein, et qu'on est au-delà de mai 68, là, on est vraiment dans quelque chose de plus important, parce qu'on a eu vraiment un président qui a supprimé les taxes chez les riches et augmenté chez les pauvres, et chez le français moyen qui bosse, et ça, ça c'est pas normal, quoi. C'est pas normal. Et c'est vrai que le jour où on lui a dit on va te taxer ton essence, te surtaxer ton essence qui est déjà bien taxée, et là c'était intolérable, et je comprends tout à fait. Et je comprends tout à fait, tout simplement parce que les gens qui sont dans les banlieues, ils ont le RER, ils ont les bus. Voilà, il y en a pas mal qui sont au RSA ou des trucs comme ça. Et eux, ils s'en foutent, hein, je veux dire, quel que soit le système, on va les... Comment on appelle ça? Quand on vous met un goutte à goutte, vous voyez? On va les perfuser, hein, pour pas qu'ils se révoltent, pour pas qu'ils foutent le bordel, pour pas qu'ils brûlent les bagnoles. Voilà, on va les exempter, admettons, de taxes d'habitation, de télévision, de taxes sur la télévision, alors, tout ce qu'ils peuvent pour qu'ils crèchent chez eux, qu'ils foutent pas le bordel, quoi. Eux, c'est la bombe à retardement, donc il faut vraiment qu'on fasse des associations de quartier, qu'on fasse des petits jeux, des petits trucs l'après-midi pour les gamins. Il faut surtout pas qu'ils se révoltent, eux, hein. D'accord ? Donc eux, ils ne sont pas trop concernés par l'histoire des gilets jaunes, parce que de toute façon, ils seront nourris toujours par l'État, quoi. Et eux, donc la hausse sur l'essence, ça les concerne pas tant que ça, parce que, à part ceux qui travaillent et qui travaillent loin de chez eux, mais eux, ils sont juste à côté de leur travail. Ils vont faire les ménages chez les riches qui sont juste à côté. Ils vont garder les mômes chez les riches qui sont juste à côté. Voilà.
où ils sont apprentis mécanos, les machins comme ça dans le quartier. Alors que ceux qui sont en Ardèche, qui sont dans le Gers, qui sont en Bretagne, eux, ils vont faire 30-40 bornes pour sortir de leur village pour aller bosser tous les jours. Et puis vous avez les routiers, et puis vous avez ceux qui ont des sociétés qui doivent livrer, par exemple, dans la France profonde, ce qu'on appelle la France périphérique maintenant. Et ben, ces gens-là, ils ne peuvent pas supporter la hausse d'essence, parce que c'est pour leur travail. Et on dit, on va augmenter l'essence pour que les gens, ils roulent moins. Mais non, parce que ces gens, il faut bien qu'ils aillent bosser. Donc... voilà, donc ceux qui ne croient pas que les gilets jaunes ont raison, comprenez que cette soi-disant taxe écologique pour faire... c'est comme les clopes, on dit on va augmenter la clope pour que les gens fument moins, alors que c'est une drogue, alors que là le travail, voilà, les gens ils ont fait des crédits, ils ont acheté une maison, ils ont des études à payer pour leurs enfants, ils ne peuvent pas se permettre de paumer leur boulot. Et donc pour ça ils ont besoin de leur bagnole. Moi je le vois bien, hein, dans les campagnes ça roule tout le temps quoi. Moi ça va, je suis privilégié, je suis dans une cité d'HLM, j'ai 450 € par mois d'aide, hein, mais bon ça c'est le chômage, hein. Donc, c'est parce que j'ai bossé assez pour avoir droit à ça. Mais voilà, donc je me plains pas, parce que j'ai pas 30 bornes à faire tous les jours pour aller bosser. Mais je me sens concerné par les gilets jaunes, parce que je sens qu'il y a une misère sociale, et sociale dans le sens non pas des cas sociaux, mais une misère des gosses, enfin des gens qui veulent bosser, quoi. Ils veulent aller bosser, mais ils ne peuvent pas, parce qu'on veut les taxer. Et surtout, ils ont bien compris que, une chose qui est évidente, ils ont bien compris qu'on a détaxé les riches pour taxer les pauvres. Alors vous savez pourquoi, hein, ils ont détaxé les riches pour les obliger à rester en France. Parce qu'on avait paumé, je ne sais plus comment ça s'appelle, plusieurs familles de la grande industrie française qui sont retrouvées sur la paille et qui ont été rachetées parce qu'ils avaient trop d'ISF. Mais c'est pour une ou deux entreprises. Voilà, pour une ou deux entreprises, on ne va pas non plus supprimer cet ISF. Surtout que maintenant, on a un président qui veut tout vendre à l'étranger, quoi. Tout ce qui était privatisé, étatisé, tout ce qui était étatisé, ils veulent privatiser pour être vendu à l'étranger. Donc bientôt, la France ne sera plus du tout aux Français. Voilà, donc je vous remercie pour cette petite balade et je vous souhaite de bonnes fêtes, un joyeux Noël. Alors n'hésitez pas à manger, hein. De toute façon vous n'allez pas mourir, sauf si vous buvez et puis faites les cons sur les routes. Donc, mais autrement, amusez-vous, prenez des forces. Et puis pour les héros de l'année, hein, c'est-à-dire les gilets jaunes, n'hésitez pas, reprenez des forces. Si vous voulez rester sur les ronds-points, faites la fête, etc. D'accord ? Et n'abandonnez pas le combat. Je pense que là, vous allez marquer l'histoire de France et de l'Europe, puisque vous êtes regardés d'un peu partout dans le monde. La France a toujours été un exemple, hein, pour bien des choses. Et là, pour les gilets jaunes, voilà, il y en a au moins dans 5-6 pays dans le monde. Hein. Même en Israël, d'après ce que j'ai compris, il y a des gilets jaunes maintenant. Hein. Suisse, Belgique, Danemark, Suède, Allemagne. On est suivi partout. Alors... très bonne fête à vous toutes et à vous tous, et puis voilà, abonnez-vous, faites des dons, typez au max, envoyez-moi des bouquins qui vous ont plu, que vous ne voulez pas garder, je vous ferai un petit topo là-dessus. Allez, merci beaucoup.